Je crois que c'est la fin du monde, m'a confié ma grand-mère alors qu'une éruption de tornades particulièrement destructrice faisait des dizaines de morts dans plusieurs États américains du Midwest, en décembre 2021. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'un dictateur particulièrement puissant, Vladimir Poutine, endossera le costume de l'Antéchrist en envahissant l'Ukraine, faisant craindre un nouvel embrasement mondial et ressuscitant le spectre d'une guerre nucléaire. On en oubliera presque momentanément la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis plus de 2 ans. Tout comme le réchauffement climatique qui se poursuit avec ses conséquences mortifères et les catastrophes qui s'annoncent. Qu'elle soit biologique, nucléaire ou environnementale, l'apocalypse est une idée vieille comme le monde. Un renoncement qui ressurgit à chaque crise nous rappelle la finitude de notre condition humaine et au-delà de toute réalité matérielle. À chaque fois, on se persuade que l'on vit une situation inédite. Que nenni, l'histoire ne fait que se répéter, on n'apprend jamais. Désolé pour ces accents fatalistes, mais à l'échelle d'une vie qui n'a pas encore achevé 4 décennies, j'ai déjà été témoin d'un nombre incalculable de crises, de guerres, de catastrophes, et le principal enseignement que j'en ai tiré est que celles-ci se reproduisent à l'infini. Qu'à chaque fois qu'on pense avoir atteint l'apogée de l'horreur, celle-ci revient, parfois encore plus horrible, sous d'autres formes peut-être, mais à l'ampleur tout aussi prévisible. Et on n'a rien fait pour l'empêcher, on n'a rien appris. C'est flippant, mais a-t-on vraiment peur de la fin du monde ? Si c'était réellement le cas, n'agirions-nous pas différemment ? Est-ce que, par exemple, on continuerait volontairement à mettre des enfants au monde si on croyait vraiment à l'extinction prochaine de la vie ? La vanité, la croyance de détenir sur toute chose un pouvoir d'essence divine n'est-elle pas bien supérieure à la peur de disparaître ? L'image de l'apocalypse aurait-elle une fonction autre que celle de nous faire peur ? Bienvenue dans Anti-Héroïne, votre podcast qui décortique les peurs ordinaires. Garde une petite valise avec tes affaires essentielles pour descendre dans le sud au cas où. Poutine est fou, il est capable de tout, m'a écrit mon père, inquiet d'une possible crise nucléaire à la suite de l'invasion russe en Ukraine. Je suis calme, mais j'ai l'expérience de l'Irak et de la Syrie. On a vu comment ça a tourné, a-t-il continué. Oui, c'est vrai. Un jour de l'été 1990, sur le poste de télévision de mes grands-parents, j'ai appris qu'un petit pays, le Koweït, avait été attaqué par celui dans lequel je grandissais depuis 2 ans, l'Irak. Je m'apprêtais à entrer en CP et le monde, mon monde, a connu son premier effondrement quand on m'a annoncé qu'on ne rentrerait pas à la maison, à Bagdad, que je ne reverrais ni mon école, ni mes copines, ni les cadeaux d'anniversaire que j'avais reçus pour mes 6 ans. Nous étions simplement partis en vacances, et voilà qu'on nous confisquait notre vie, sans préavis. Bien sûr, ce n'était rien de dramatique comparé au sort de centaines de civils pris au piège de la guerre, de celle-ci, de la précédente, et de toutes celles qui s'enchaîneraient jusqu'à ce jour. Car oui, il y a des pays, des populations qui sont maudits, qui cumulent les catastrophes, qui connaissent l'enfer sur terre. L'enfance est un formidable parcours d'adaptation au cours duquel on oublie beaucoup sans oublier vraiment. Je suis donc passée à autre chose. Une autre école, d'autres camarades, une autre maison, d'autres poupées. De l'Irak, j'ai gardé le goût sucré des murs, l'arbre déraciné par la tempête de sable qui a manqué de justesse de fracasser la voiture devant la maison, le mur de la transgression qui a peut-être conservé un temps mes hiéroglyphes, la balançoire de ce jardin verdoyant de ma fête d'anniversaire, mes pleurs perdus au milieu d'un attroupement de femmes en noir, la Mésopotamie, mon berceau. Non, je n'ai jamais oublié.
3 ans plus tard, les décors et les protagonistes sont différents, mais pour nous la situation est terriblement ressemblante. Nous vivons à Constantine, en Algérie. J'ai 9 ans et je suis heureuse dans un monde de découverte. Entre notre petite école de pas plus de 25 enfants tous niveaux confondus, les parties de jeu au-dessus de l'église protestante avec les filles du pasteur zaïrois, les excursions du week-end dans les ruines romaines jonchées de débris de poterie, les glaces italiennes de Mouloud et la finesse inégalée des grains de couscous roulés sous les aisselles. Et puis, soudain, le cadre idyllique disparaît et son enchantement avec. Du jour au lendemain, la moitié de nos camarades d'école ne sont plus là. On nous explique qu'ils sont rentrés en France avec leur famille, mais on ne comprend pas vraiment pourquoi eux et pas nous, ni pourquoi ils n'ont pas pris la peine de nous dire au revoir. Désormais, le soir, on entend des coups de feu. Papa nous dit que ce sont les militaires qui s'entraînent. On comprend pas vraiment, mais puisque papa le dit, on s'en contente. Papa qui chaque matin nous demande à mon frère et moi de patienter dans le silence, tandis qu'il entrouvre la porte de l'immeuble et s'assure que tout est calme, avant de nous autoriser à sortir et de nous accompagner à l'école, à 500 mètres plus loin. Dans la rue, il y a parfois des hommes en noir, masqués. Comme jadis les femmes en noir en Irak, j'ai peur d'eux. On les appelle les ninjas. D'ailleurs, c'est l'époque des tortues ninjas, mais ceux-là ne mangent pas de pizza et n'ont a priori pas de prénom d'artiste italien de la Renaissance. Un jour, l'un d'eux tente de nous rassurer, nous dit « Vous les Français, on va vous protéger. » Je ne me sens pas vraiment protégée, et à l'école où nous ne sommes désormais plus qu'une dizaine, il règne une ambiance morose. La maîtresse est inquiète, on le sent. Et puis, un jour on nous annonce qu'on va rentrer en France définitivement, qu'on va être rapatriés. Le scénario irakien semble se répéter, là où nous allons, la paix ne dure pas, et il nous faut partir. Au moins, cette fois on est prévenu, et on peut emporter nos affaires. Mais on ne peut pas emmener la femme de ménage, les glaces de Mouloud, les fragments de poterie romaine. On ne peut pas non plus emmener la maîtresse, avec qui on s'écrira ensuite pendant des années. Et puis j'ai perdu sa trace, j'ai grandi. Je me demanderai ensuite, pendant très longtemps, ce que sont devenus mes camarades de classe, et notamment Cage et Charlotte, les filles du pasteur zaïrois. Deuxième effondrement donc. Il y en aura d'autres, moins brutaux peut-être, mais tout aussi marquants. Aucun ne me surprendra tout à fait. Je retrouve à chaque fois une certaine familiarité. Est-ce qu'il me fait peur, cet effondrement qui peut surgir à tout instant ? Est-ce à cause de cette peur que j'ai mis tant d'années à choisir de m'installer quelque part, que j'ai tant rechigné à m'attacher aux endroits ? Suis-je hantée par la peur de tout perdre du jour au lendemain ? De perdre quoi ou qui ? De me perdre moi peut-être, comme ce jour où mes parents m'ont retrouvée en pleurs entourée de femmes en noir. Si elle semble moderne, la collapsologie est en fait très ancienne. Chaque fléau de grande envergure, guerre, épidémie, catastrophe naturelle, crise économique, vient raviver la peur de la fin du monde et les théories qui l'alimentent. La fin du monde serait-elle une histoire sans fin ? La Shoah, l'Irak, la Syrie, l'Algérie, le Yémen, le Rwanda, les Balkans, et tant de sang versé à travers le monde. L'Ukraine à présent, qui semble enfin rappeler aux Européens que rien n'est jamais totalement acquis, que la guerre n'appartient pas qu'au passé et qu'elle les concerne tout autant que le reste du monde. Et dans ce monde ultra connecté, une crise reste rarement isolée. Aujourd'hui, l'aviation russe bombarde des maternités. Le prix du carburant augmente et affecte les économies de plusieurs pays. Demain, des États qui importent massivement leurs céréales d'Ukraine ou de Russie, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, des pays à la stabilité bien fragile et qui ont déjà beaucoup souffert, pourraient connaître d'importantes crises alimentaires. L'Égypte, mon pays natal, importe 84% de son blé de Russie et d'Ukraine, alors qu'un tiers de sa population vit sous le seuil de pauvreté.
Sans même aller jusqu'à une crise nucléaire, l'invasion russe en Ukraine risque donc de provoquer un embrasement d'envergure mondiale et aux conséquences difficiles à mesurer. Ce dont on est déjà certain, c'est que l'on n'en sortira pas indemne. Dans ce contexte catastrophique, et alors que des civils ukrainiens sont massacrés chaque jour, mes préoccupations et mes peurs quotidiennes paraissent bien peu de choses. Il est difficile de concevoir une issue, un sens à tout ça. Qui peut dire que la lumière sera bien au bout du tunnel ? Le même scénario de l'horreur semble se répéter, mais est-il voué à le faire ? La question ne se réglera pas en un podcast, mais j'ai là une pensée pour les catastrophes qui ont été évitées, pour celles qui peuvent peut-être encore l'être. J'ai une pensée pour les souffrances pouvant être atténuées, et je me demande si au fond ce n'est pas ça le sens de la peur de la fin du monde. Je me demande si la peur de l'effondrement de la civilisation, du genre humain, n'a pas pour fonction d'activer nos mécanismes de survie, et donc d'envisager des alternatives à la guerre, à la misère, à la violence, au réchauffement climatique et à tout ce qui pourrait nous détruire. Le paradoxe de la peur de l'apocalypse se trouverait-il dans un appel au renouveau ? De la même façon que les cendres volcaniques contiennent des minéraux fertilisants, le monde dispose des ressources nécessaires pour se sauver. Qui peut dire si l'histoire aura une fin et laquelle ? Après cette parenthèse apocalyptique de circonstances, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour réfléchir à des peurs plus communes du quotidien, comme celle du regard des autres, ou encore la peur de ne pas assurer, ou la peur du vide. Merci pour votre écoute et à bientôt dans Anti-Héroïne. Si cet épisode vous a plu ou si vous voulez soutenir la suite de cette enquête sur la peur, je vous invite à mettre autant d'étoiles que vous le souhaitez sur votre application de podcast. Vous pouvez également suivre les actualités du podcast, faire des retours ou bien proposer des sujets ou des témoignages pour de prochains épisodes sur le compte Instagram antihéroïne.podcast. Merci pour votre soutien.